De retour dans la matinale info, vous êtes bien sûr sur Média TV Afrique. Merci de nous rejoindre et soyez les bienvenus. À la une, dans ce journal au Maroc, l'application Wekaitna est désormais opérationnelle. Elle permet à son utilisateur de savoir si oui ou non il a été en contact avec un éventuel porteur du virus. Comment ça marche? Eh bien, la réponse dans quelques instants. Et puis en Égypte, le secteur du tourisme est mis à genoux par la crise sanitaire. Il renaît de ses cendres. La perte mensuelle depuis le début de la pandémie s'élève pour les opérateurs touristiques égyptiens à $1 milliard depuis le début du confinement. Il a été décidé dans le pays des pharaons de la réouverture des hôtels. Comment persuader les enfants de porter le masque de protection? En Algérie, on mise sur le côté ludique. Des masques à l'effigie des super-héros préférés des plus jeunes ont fait leur apparition. Restez avec nous, c'est un reportage à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres, tout de suite les développements. Nous vous en parlons déjà depuis quelques jours. L'application Wekaitna est opérationnelle au Maroc. Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, elle permet à son utilisateur de savoir si oui ou non il a été en contact avec un éventuel porteur du virus. Rappelons que Wekaitna vient pour renforcer la lutte contre la propagation du coronavirus, qui est d'ailleurs déjà bien avancée dans le royaume. Vous voulez en savoir davantage sur cette nouvelle application? Eh bien, je vous invite à suivre ce reportage commenté par Ala Benani. Wekaitna, qui signifie en arabe notre prévention. Une application mobile marocaine qui permet de notifier son utilisateur et de lui dire si un autre utilisateur fréquenté au cours des 20 derniers jours a été confirmé positif à la Covid-19. Cette solution digitale s'inscrit dans la stratégie nationale pour juguler la pandémie du royaume. L'application permet de savoir si nous avons été en contact dernièrement avec des personnes porteuses du coronavirus. Il faut juste que le Bluetooth soit activé dans les deux sens. Le Bluetooth ne consomme pas trop de batterie d'ailleurs. J'ai entendu parler de cette application sur les réseaux sociaux. Ensuite, plusieurs personnes m'en ont parlé et en ont dit du bien. Elle est gratuite et accessible pour tous. Elle aide les autorités sanitaires à détecter plus rapidement les cas positifs à la Covid-19. Cette application ne peut être efficace que si tout le monde est impliqué et si elle est installée massivement. Sinon, son efficacité sera biaisée. Depuis son lancement le 1er juin 2020, l'application Wekaitna, disponible en open source, s'est hissée en tête des applications les plus téléchargées au Maroc. En 72 heures seulement, on a compté plus d'1 demi-million d'installations sur Google Play. L'application est réalisée conjointement par le ministère de la Santé, l'Agence du développement digital, l'ANRT et d'autres entreprises marocaines qui se sont portées volontaires, tous avec le même credo, mieux vaut prévenir que guérir. Dans l'actualité également, 68 nouveaux cas d'infection au coronavirus et 73 guérisons. C'est le dernier bilan de la maladie à coronavirus au Maroc. Ce nouveau bilan porte à 8071 le nombre de contaminations dans le royaume depuis la déclaration du premier cas le 2 mars dernier et à 7268 le nombre des personnes totalement rétablies. Le nombre des morts reste inchangé à 208. Aucun décès n'a été recensé au cours des dernières 24 heures. Au Maroc, toujours avec la reprise de l'activité économique, de nombreux secteurs touchés de plein fouet par la pandémie tentent de se redresser. Le secteur du tourisme n'est pas en reste. Les opérateurs hôteliers notamment préparent leurs employés aux nouvelles règles imposées par le coronavirus. Les détails dans ce reportage commenté par Soel Jalil. Après près de 3 mois de quarantaine, ces couloirs, autrefois bourdonnants d'activité, demeurent bien vides. Un triste constat pour le Maroc, où le secteur touristique contribue à hauteur de 7% dans le PIB. Rien que l'année dernière, près de 13 millions de touristes étrangers ont visité le royaume, générant un revenu estimé à plus de 78 milliards de dirhams. C'est une crise conséquente. Personne ne l'a vu venir, personne n'aurait pu prédire ses répercussions ou sa vélocité.
On croyait au début que ça n'allait pas durer, mais plus cette crise se prolongeait, plus on devenait pessimiste. Actuellement, nous redoutons le pire et nous espérons qu'après la pluie viendra le beau temps. Les acteurs du secteur préparent déjà la reprise en initiant les employés au respect des gestes barrières. Ainsi, distanciation sociale, une stérilisation continue, le lavage régulier des mains et le port des masques font désormais partie des mesures sanitaires adoptées par tous les hôtels du royaume. Nous organisons des formations pour tous nos employés afin qu'ils puissent appliquer naturellement les gestes barrières. Notre but est de les préparer à l'après-crise et faire en sorte que tous nos employés soient prêts d'ici la reprise de nos activités. 100% les gestes barrières. Le magazine spécialisé Travel Daily News a affirmé que le Maroc arrive en tête des destinations touristiques mondiales les plus sûres pour partir en vacances une fois la pandémie terminée. Travel Daily News souligne que le royaume est une destination touristique de choix, riche et diversifiée, regorgeant d'innombrables atouts naturels, citant notamment ses côtes magnifiques, ses montagnes, ses paysages attrayants et ses dunes de sable. On parle toujours de tourisme, mais cette fois-ci direction l'Égypte. Entre 12 et 15%, c'est la part que représente le tourisme dans le PIB de l'Égypte. Le tourisme, secteur qui a perdu ses lettres de noblesse dans le pays des pharaons du fait de la crise sanitaire. Et tenez-vous bien, chaque mois, les opérateurs du secteur ont perdu au moins $1 milliard depuis le début du confinement. Pour sauver donc la saison, les autorités montent au créneau. Elles ont décidé de rouvrir les hôtels. Suivons ensemble ce reportage commenté par Anissa Araou. Pour sauver son si crucial secteur touristique, l'Égypte a rouvert ses hôtels. Leurs personnels se sont mis en rang de bataille pour mettre en place des mesures de sécurité sanitaire drastiques et ainsi faire revenir les clients. C'est le cas dans ce grand hôtel du Caire. Oui, avec la certification des autorités, nous avons pu, au mois de mai, faire monter notre taux d'occupation à 25%. Et maintenant, en juin, nous pouvons atteindre un taux d'occupation de 50%. Nous espérons que les dispositions qui ont été prises donneront aux clients l'impression qu'ils peuvent retourner à l'hôtel, car c'est dans leur intérêt. Neville Hamdi, qui était une cliente régulière de l'hôtel avant la pandémie, est revenue avec sa famille pour y passer quelques nuits. Dès le départ, les travailleurs portent des masques et des gants. Il n'y a pas d'interaction étroite. Ils prennent les mesures de précaution les plus strictes. Ils ont désinfecté mon sac. J'ai aussi fait l'enregistrement sans clé. C'est la première fois que je vois cela. Même dans l'ascenseur, jusqu'à ce que j'entre dans ma chambre à l'étage, je n'ai rien touché. Bien que les aéroports restent fermés à tous les vols, sauf les vols intérieurs et de rapatriement, 99 hôtels ont été autorisés à rouvrir au quart de leur capacité habituelle s'ils respectent des protocoles stricts en matière de santé et de sécurité. L'Égypte a suspendu les vols internationaux en mars et fermé les restaurants, les hôtels et les cafés afin de lutter contre la pandémie qui a coûté à son secteur touristique $1 milliard par mois. Pour ce qui est du bilan du coronavirus en Algérie, 104 nouveaux cas ont été confirmés ces dernières 24 heures, 156 guérisons et 9 décès. Le total des cas positifs s'élève ainsi à 9 935, celui des décès à 690, alors que le nombre des patients guéris passe à 6 453. L'Algérie qui annonce le début du déconfinement pour le 7 juin avec la reprise du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique et de 25 activités commerciales. On reste en Algérie où un couple a eu l'ingénieuse initiative de confectionner des masques de protection à l'effigie des super-héros de dessins animés. L'idée est de persuader les tout-petits quant au port obligatoire du masque, une mesure en vigueur dans le pays en raison du nombre de cas qui va crescendo chaque jour à la Benani. Comment faire porter un masque à un enfant ? Dans cet atelier d'Alger, un couturier et sa femme ont eu l'idée de produire des masques avec des motifs inspirés de l'univers des dessins animés préférés des bambins. La plupart des parents qui ne trouvaient pas la taille de masque adéquate pour leurs enfants vont maintenant être comblés et côté prévention, rassurés.
J'ai eu l'idée de produire des masques avec des illustrations en couleur pour motiver les enfants à les porter. Pour eux, ce ne sont pas des masques, mais seulement des jouets. Conçus pour attirer l'attention et attiser la curiosité, ces accessoires de déguisement revêtent un caractère magique pour les enfants âgés entre 3 et 7 ans. Les enfants de 2 ans ou plus ont du mal à porter un masque normal. Nous avons donc pensé à produire des masques plus attrayants. Les dessins vont comme par magie donner au masque une touche moins adulte, on va dire. J'espère que notre idée va aider le pays à sortir de cette crise sanitaire. Farid et sa femme ont produit plus de 22 000 masques à raison de 1500 unités par jour et les distribuent gratuitement. Le 1er juin, juste après les Eid, l'Algérie a imposé à ses citoyens le port du masque et ceux qui n'en ont pas devront payer une amende. L'Algérie compte près de 10 000 cas de coronavirus et plus de 600 décès. Le monde entier a célébré ce 5 juin la Journée internationale de l'environnement. Cette année, le thème, c'est la biodiversité et les professionnels de l'environnement craignent une perte accélérée d'espèces végétales et animales. Reportage à Dakar de nos correspondants Sirmi Boukaka et Sanoussi Sani. Journée mondiale de l'environnement 2020. Une célébration bien particulière dans ce contexte de pandémie. Certes, les pays du monde ne se sont pas réunis à Pékin. Cependant, cette crise sanitaire devrait être un rappel à l'action pour protéger la nature. Aujourd'hui, on est dans un contexte de Covid-19 et les experts, notamment les experts du programme des Nations Unies sur l'environnement, nous disent qu'aujourd'hui, le fait que l'homme surexploite les ressources naturelles peut causer ce genre d'épidémie à travers les zoonoses. Donc je pense qu'aujourd'hui, comment le célébrer, c'est être vraiment dans la réflexion pour mieux définir quel type de rapport nous devrons avoir dans l'avenir vis-à-vis de cette nature-là. Face à la dégradation considérable de la biodiversité, des mesures idoines s'imposent. C'est du moins l'avis des spécialistes de l'environnement. Si on n'y prend pas garde, d'après des rapports de WWF qui est paru en 2018, si nous ne faisons rien d'ici 2050, 90% de nos terres seront impactées. Cela veut dire qu'on aura des terres qui ne seront plus productives. La pêche, il faut multiplier le nombre d'aires marines protégées, de manière à pouvoir laisser le poisson le temps de se reproduire. Les animaux, comme les mammifères, il faudrait également les préserver. La biodiversité, qui est une variété de formes de vie sur la Terre, joue un rôle important dans le monde. Mais aujourd'hui, elle est réellement menacée. D'où l'appel à la mobilisation de toutes les parties prenantes. Je pense qu'au niveau local, si on arrive à avoir des cadres de concertation qui impliquent tous les acteurs, les communautés, les agriculteurs, les femmes et les jeunes, dans l'élaboration des plans locaux de développement qui intègrent une meilleure gestion de la biodiversité, ça peut être une réponse durable parce que ça va faire en sorte que les communautés à la base s'approprient les politiques au niveau local et après on va faire de ces bonnes pratiques au niveau local des politiques publiques. Dans le monde, on estime à plus d'1 million les espèces animales et végétales qui sont menacées de disparition. En Espagne, le Congrès des députés vient de prolonger pour une 6e et dernière fois l'état d'alerte de 15 jours. Il se poursuivra donc jusqu'au 21 juin. Le déconfinement progressif adopté par les autorités comporte 4 phases. Certaines régions sont déjà entrées en phase 2, pendant que d'autres sont toujours en première phase. On a les détails avec Tariq Boratem. Quelques personnes attablées, quelques cyclistes et quelques piétons qui se promènent, mais toujours plusieurs artères vides de monde. La vie reprend timidement son cours en Espagne après l'annonce de certaines mesures d'assouplissement, mais l'état d'urgence sanitaire est toujours de vigueur. Le pays est entré dans son 3e mois de confinement depuis le 14 mai dernier et certains commerçants commencent à s'impatienter. Oui, je pense que nous sommes prêts pour la phase 2. Nous devons faire preuve de beaucoup de courage. Petit à petit, les choses vont s'améliorer et les gens recommenceront à consommer normalement. Le plan de déconfinement progressif comporte 4 phases qui se déclinent de façon différente selon les régions. Ainsi, près de 70% des Espagnols, soit environ 32 millions de personnes, ont déjà entamé la phase 2 du déconfinement, tandis que 15 millions d'entre eux sont toujours dans la première phase. Je pense que les choses se font plus ou moins bien.
Espérons que l'on continue sur cette voie pour déconfiner totalement et reprendre ainsi toutes nos activités. Le Congrès des députés espagnols vient de prolonger une 6e et dernière fois l'état d'alerte de 15 jours jusqu'au 21 juin inclus. Le ministère du Tourisme a de son côté fixé au 1er juillet la réouverture des frontières dans un pays où le nouveau coronavirus a contaminé plus de 240 000 personnes et fait au moins 27 000 morts. Nouveau bilan, nouvelles mesures, faits marquants. On fait à présent un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19. Sachez que le virus a fait environ 393 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. La propagation du virus s'est accélérée en Amérique latine ces dernières semaines, où le Brésil est devenu le 3e pays le plus endeuillé au monde. Au Brésil, justement, où le président Jair Bolsonaro a lui aussi menacé vendredi de retirer son pays de l'Organisation mondiale de la santé, à l'instar de son homologue américain Donald Trump, pour protester contre le parti pris idéologique de l'organisme onusien. Les États-Unis restent à ce jour le pays le plus touché, que ce soit en nombre de morts qu'en termes de cas de contamination. Le pays dénombre plus de 109 000 décès pour 1 884 000 cas. Il est suivi par le Royaume-Uni avec près de 40 300 morts. L'OMS recommande désormais le port du masque en cas de transmission généralisée et lorsqu'il est difficile de maintenir une distance physique, par exemple dans les transports publics, dans les magasins ou dans d'autres milieux fermés ou très fréquentés. Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, et leurs alliés se retrouvent ce samedi à 12h GMT pour débattre des suites de leur réduction drastique de la production mise en place pour contrer les effets de la pandémie. La réunion aura lieu par visioconférence en raison des restrictions de déplacement. Et l'arme habituelle de l'OPEP, à savoir fermer le robinet pour soutenir les prix, a été cette année employée avec une vigueur qui fera date. Après un accord arraché le 12 avril, ce ne sont pas moins de 9,7 millions de barils par jour que les pays signataires de l'OPEP devaient ensemble retirer du marché depuis le 1er mai pour faire face à une chute de la demande sans précédent aggravée par la pandémie de coronavirus. Et puis aux États-Unis, ce samedi, des rassemblements importants s'annoncent dans de nombreuses villes, notamment à New York, à Miami ou encore à Washington. Après une première cérémonie émouvante à Minneapolis jeudi dernier, un deuxième hommage sera rendu samedi à George Floyd, cet Afro-Américain de 46 ans asphyxié par un policier lors d'une interpellation le 25 mai dernier dans cette ville du nord du pays. La nouvelle cérémonie aura lieu à Rayford, dans son état natal, en Caroline du Nord. La polémique augmente face à la répression des manifestations par les forces de l'ordre et plusieurs vidéos montrant des interventions policières musclées face à des manifestants pacifiques ont émergé ces derniers jours sur la toile. En prévision donc des nouvelles manifestations, le chef de la police de Seattle a annoncé l'interdiction du recours au gaz lacrymogène et ce pour 30 jours. Plusieurs manifestations ont eu lieu à l'étranger aussi, notamment au Canada, où le Premier ministre Justin Trudeau a défilé à Ottawa avec plusieurs milliers de manifestants. Toujours dans le pays de l'oncle Sam, l'ancien vice-président Joe Biden a remporté mardi soir les dernières primaires organisées dans 7 États. Il a été officiellement investi ce vendredi par le Parti démocrate en prélude à la présidentielle de novembre où il affrontera Donald Trump. La relance d'une économie meurtrie par le coronavirus et l'apaisement des tensions sociales s'annoncent comme les thèmes dominants de la campagne électorale. C'est ce que nous explique Sohail Jalil. C'est chose faite. En vue des élections présidentielles prévues le 3 novembre prochain, l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, remporte officiellement l'investiture du Parti démocrate. Biden sera donc le challenger officiel de Donald Trump. L'ex-sénateur du Delaware n'a pas tardé à lancer les hostilités. Tant d'Américains souffrent encore. Un travailleur sur 7 est toujours sans emploi. Leurs rêves sont toujours en suspens. Qu'adviendra-t-il d'eux? Pourront-ils payer leur loyer, leur crédit? L'économie s'annonce comme le thème dominant de la campagne dans le contexte actuel marqué par les répercussions de la pandémie qui a privé des millions d'Américains de leurs emplois.
Donald Trump ne comprend toujours pas. Il est complètement inconscient du fait que des dizaines de millions de personnes font face à la plus grande crise de leur vie. Le fait est qu'il y a en ce moment 13 millions d'emplois en moins pour les travailleurs américains par rapport au jour où le président Obama et moi avons quitté nos fonctions. Pour l'heure, le pays fait face au pire taux de chômage depuis la Grande Dépression de la décennie 1930. L'autre enjeu de la campagne sera d'apaiser une Amérique où les spectres des tensions raciales ont ressurgi après la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans décédé lors de son interpellation le 25 mai dernier. C'est la fin de ce journal, mais restez sur Médien TV Afrique. Dans quelques minutes, vous aurez un nouveau journal et un nouveau point sur la pandémie dans le royaume. À tout à l'heure.